en plein été, la plage était bondée de monde. Il faisait très beau ce jour-là et mon mari est arrivé. Moi, je me trouvais là avec ma petite fille de 2 ans et demi. Et là, il me dit, voilà, ça y est, on a fait, on vient de braquer une banque à Saint-Cyprien, à quelques kilomètres d'ici. Et mon mari, tout fier, en me disant, ça s'est bien passé, on n'a eu aucun problème. Et moi, je le regarde stupéfaite en lui disant, mais les problèmes, ils sont derrière toi, parce qu'il y en a partout. Donc mon mari, il a pris il s'est retourné quand il a vu que tout ça, c'était plein de policiers. Il a commencé à prendre la mer. 8 septembre 2009, le détenu le plus célèbre de France, Jean-Pierre Trébert, s'évade de la maison d'arrêt d'Auxerre, 6 mois avant de passer aux assises pour le double meurtre de Katia L'Herbier et Géraldine Giraud. Le carton dans lequel il était caché n'avait pas de fond et Jean-Pierre Trébert a donc pu s'enfuir discrètement. Voici le semi-remorque à bord duquel Jean-Pierre Trébert s'est évadé de la prison. Pendant 3 mois, il nargue les policiers du fond de la forêt de Bonbon près de Melun. Les limiers de la police sont à ses trousses et toute la presse s'en mêle. Des images du fugitif tirées d'une caméra de surveillance de la police atterrissent même dans les journaux. Tout le monde a son avis sur la question et la France entière se passionne pour savoir combien de temps va durer la folle cavale. C'est ce moment-là, le moment de démarrage de la cavale qui donne ce souffle romantique à la cavale ensuite derrière. Le 20 novembre, fin de partie. L'homme des bois est arrêté chez la fille d'un ami. Et puis le 20 février 2010, l'ultime fuite. Jean-Pierre Trébert se pend dans sa cellule. Il ne sera jamais jugé. Sa cavale express a relancé le mythe. Les fugitifs fascinent. Imaginez un homme, une femme qui a largué les amarres et file à 200 à l'heure dans la nuit, le feu aux fesses, avec juste quelques billets en poche. Pas de maison, juste une planque et quelques amis, et encore, quand ils vous voient, ils ont peur. Alors c'est la fuite vers une autre planque, un autre contact, en évitant de se faire remarquer. Pas de bagages, pas de conversation inutile, pas d'histoire. Peut-être un truand qui monte des coups, un évadé de prison qui a absolument besoin d'argent, ou encore un escroc qui vient de se faire condamner et ne s'est pas présenté à l'audience. Ils ne reviendront plus chez eux, c'est trop risqué, la police les attend. Où vont-ils? Combien de temps peuvent-ils rester clandestins? Auront-ils assez d'argent, assez de complices? Auront-ils assez de chance? Noël Besse, sœur de François Besse, le lieutenant de Mérine, femme de braqueur et braqueuse à 16 heures. Pendant 8 ans, elle enchaîne évasion, cavale, prison. Laurent Fioconi, 69 ans, aventurier et dur à cuire. Pilier de la French Connection, il a disparu de la circulation pendant 16 ans en Amérique du Sud. Laurence Charrère épouse Ségura, une gamine qui n'a pas froid aux yeux. À 18 ans, elle craque pour Dédé, un jeune voyou de 24 ans. Une vie d'amour et de fuite avec partout la police. Et puis, il y a les renards de la BNRF, la brigade très spéciale chargée de traquer les fugitifs de France et de Navarre. Comment font-ils pour retrouver ces évadés? Ces braqueurs qui ont disparu dans la nature depuis des années, quelles sont leurs armes et leurs techniques? Plongés dans les eaux profondes de la cavale. Noël Besse. Jusqu'à l'âge de 33 ans, elle est inconnue du grand public, mais pas des policiers. Elle est la sœur de François Besse, le roi de l'évasion. Le 12 mars 1979, le lieutenant de Mérine se fait encore la belle. Cette fois, c'est du palais de justice de Bruxelles, en plein procès. Un complice a scotché des armes sous le banc des accusés. Très vite, les policiers français la soupçonnent d'avoir fait le voyage en Belgique. Alors, elle se réfugie dans le sud, elle est mise sous surveillance. Nous sommes à Saleil, un petit village catalan.
Et j'ai quitté Cognac parce que j'avais été en garde à vue plusieurs fois par rapport à l'affaire de Bruxelles, l'évasion de François. Et donc je suis venue me réfugier dans le sud pensant être à l'abri. Un samedi soir, il y a eu une bagarre. Et là, on m'a reconnue, la PJ de Perpignan. Le lendemain, est venue me chercher. Ils m'ont emmenée en pyjama. Là, ça a été le début de la cavale. Parce que là, je fais 72 heures de garde à vue à la PJ de Perpignan. Et là, je décide que cette histoire de Bruxelles, elle va se régler avec ou sans moi. Mais moi, je quitte la France. Direction l'Espagne. Entre-temps, son frère s'y est fait arrêter. Alors Noël lui rend visite en prison, et là, c'est le coup de foudre pour un de ses co-détenus espagnols. Il s'appelle Eric, et c'est un braqueur chevronné. Notre rencontre a été un coup de foudre. C'était au-delà du réel, c'était tellement beau. Elle ne pense plus qu'à lui. 2 mois plus tard, le bel Hidalgo a une permission de sortie d'1 semaine. Lorsqu'il sort, on a 7 jours pour se poser la question, à savoir s'il va avoir le courage de re-rentrer. Et je pense qu'on, sans même en parler, dans nos yeux, on voyait très clairement que l'attirance était telle que c'était pas envisageable de retourner en prison. Un coup de foudre dans un parloir de prison et la vie de Noël Besse bascule. Laurence Ségura, elle aussi, va céder au charme d'un braqueur, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. André est un jeune Nîmois, fou de moto, qui dit travailler dans l'informatique. Il lui fait la cour assidûment depuis des semaines, mais Laurence résiste. Quand elle cède à ses avances, il est trop tard et sa vie s'emballe. Un matin, bon, il est parti, bon, il me disait je suis dans l'électronique, enfin, VRP dans l'électronique, sa salade qu'il m'avait raconté, mais je voyais bien qu'il y avait des trucs qui clochaient pas, quoi. Ça clochait pas. Et puis après j'ai entendu un tas de sirènes, des pimponnets, un brouhaha de fou, et donc je me suis mis à mon balcon, et en bas des appartements il y avait une caisse d'épargne. Et en partant, eh bien, il avait décidé, avec un pote à lui, de braquer la caisse d'épargne, où j'avais mon petit compte en banque, parce que j'étais pas riche, où j'avais mon compte en banque en bas. Et après, il est revenu me chercher, mais bon, là j'ai mis le pied dedans, quoi. Je suis montée derrière lui sur la moto, il est venu me chercher, et là, il s'est dit c'est celle-là, je la veux, et il m'a eu, quoi. Et donc je suis montée derrière lui et on est parti sur les grands chemins. Et on a été loin. Un voyou qui a été loin, très loin, c'est Laurent Fioconi. C'est qu'il a été élevé par un parrain de haute volée, son oncle Giudicelli. Très vite, le petit Laurent travaille son CV de bandit corse, maison de correction, proxénétisme, escroquerie et braquage. Avec le vent nouveau de 68, il se met au trafic d'héroïne, c'est la French Connection. Et la connexion pour vendre l'héroïne de Marseille à la mafia new-yorkaise, c'est lui qui l'a. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et en 71, il est extradé avec son complice Jean-Claude Kella vers les États-Unis, puis condamné à 25 ans de prison. Il y reste 3 ans, et en 74, il s'évade avec ses complices italiens du pénitencier d'Atlanta. On avait une voiture qui nous attendait en face, hein, avec les clés sous le paillasson. On avait un appartement qu'on avait loué, on avait tout préparé. Et on s'est mis dans un appartement pendant 3 mois. Mais après, comme on a vu qu'on était un peu découvert et tout, on a voulu changer d'appartement et on s'est séparés des Italiens parce qu'ils sortaient tous les jours. Direction Miami, où les attend un avion privé. Plan de vol, la Colombie, sans passer par la case passeport. On est arrivé un peu tard, donc on a fait semblant d'être en détresse, hein, et on a atterri à Carthagène. Normalement, on avait vous atterrissez toujours avec le vent de face, et en faisant ça, on arrivait devant les policiers et tout ça. Donc on a atterri à sens contraire. Un scandale avec la tour de contrôle et tout ça. Mais nous, on a pu se jeter en bout de piste. Hein. Et nous autres, nous sommes partis
faire la nuit dans Carthagène et tout ça, toute la nuit. Et à la fin, comme on n'avait pas de chambre, on a dormi dans un bordel. Il y avait que là qu'il y avait des chambres. Nina, qu'est-ce que deve hacer pour tener brasa? Et le lendemain matin, à la terrasse d'un grand hôtel, Laurent Fioconi rencontre Nina. Elle ne sait pas qu'il vient de s'évader et d'atterrir clandestinement en Colombie. Et on était à un endroit où il y avait des filles, elles étaient là, elles arrivaient, elles sortaient, tout ça. Et elle est arrivée avec deux copines, je crois, deux ou trois copines. Et donc on les a invités si vous voulez s'asseoir avec nous et tout ça. Donc des étrangers, vous pensez de suite, hein, se sont assis. Et comme il n'y a pas de place, j'ai dit, venez vous asseoir sur mes genoux. Et elle est venue s'asseoir sur mes genoux et de fil en aiguille, on est restés ensemble. Pour moi, un touriste, parce que de là de chez moi, elle n'était pas. Elle était un touriste. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, qu'elle venait, touriste de où? Je ne sais pas. De ce temps-là, j'avais la barbe. Elle m'a pris pour Jésus-Christ. J'avais 33 ans, la barbe, et elle a dit ça, c'est Jésus-Christ. Nina, Laurence et Noël n'ont pas pu résister au charme du bandit de grand chemin. Le voyou, c'est quelqu'un qui fait rêver un certain nombre de personnes parce que finalement, dans sa vie, il va obtenir tout ce que l'homme ordinaire, entre guillemets, n'obtiendra jamais. Il va refuser tous les carcans qui sont ceux qui enferment quelque part la vie ordinaire de l'homme qui va avoir un certain nombre de règles, d'habitudes, machin. Donc quelque part, il symbolise cette espèce de, même si c'est pas une vraie liberté, mais la liberté. Et effectivement, je crois que c'est pour cette raison-là qu'il fait rêver, parce qu'il a brisé quelque part, il a refusé les patrons, il a refusé les horaires, il a refusé de se plier même au jour et à la nuit, il vit la nuit, il vit tout ce qui peut enfermer la vie finalement dans des habitudes, regarder la télé de telle heure à telle heure, prendre le métro tous les matins à telle heure, etc. Il le refuse. Noël Besse et Eric, Laurence et André Segura, Laurent Fioconi et Nina. 3 couples en fuite qui ont tout partagé, les bons moments, les vols, les galères. Et ce qui les a soudés, bien sûr, c'est la peur. On se relayait pour dormir, 2 heures lui, 2 heures. On faisait un roulement pour se reposer, mais c'est même pas du repos. On se lève le matin, on est fatigué, alors on prend des vitamines. Dans mon cas, c'est la vitamine. Pour mon mari, c'est des produits plus forts déjà. On est tendu, on est paranoïaque, on est plus que paranoïaque. S'il existe un terme, on a l'adrénaline. Dès qu'on pose le pied le matin du lit, on est à la limite de la transe parce qu'on se sait poursuivi. Tu deviens complètement parano. Le soir, tu as un appartement, tu vis dans un appart, tu fais le tour du bâtiment. Tu vois une voiture up avec 2-3 mecs louches. Après, tu apprends à repérer les condés. Vous voyez quelqu'un d'étrange, ou vous voyez même un policier ou un truc comme ça, vous devenez vous commencez à être en position pour n'importe quoi. Et il y a l'adrénaline qui vous vient, même un peu la peur, un peu plein d'effets. Vous analysez, vous êtes toujours sur le qui-vive. Vous êtes à 100% sur le qui-vive, jour et nuit. C'est très fatigant. Mais c'est bien, ça vous apprend un peu à vivre. Hein. Il faut se débrouiller tout seul. Hein. Stress, angoisse, coup de chaud, la cavale est une succession d'accélérations et de doutes. La principale difficulté, se trouver une bonne planque. La planque, c'est une maison en principe isolée dans la campagne. Nous, c'était au bord de la mer, donc assez relativement facile à louer dans une agence, tout simplement. Mais ne pas y rester plus de 2 semaines, 3 semaines. C'est le grand maximum. Vous devez changer d'appartement. Vous changez d'appartement tous les 2-3 mois, hein, ou de maison. Et quand je voyais un truc louche de suite, j'avais toujours une maison ou un appartement en retrait, hein, pour pouvoir partir. Et chaque fois, j'en avais un, et j'avais un autre que c'était en cas de pépin, je savais où aller. Et après, toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. On a vécu pendant 16 ans comme ça. Pour prendre le minimum de risques, il faut avoir au moins 2 ou 3 appartements. Il faut avoir des garages, il faut avoir plusieurs véhicules. Ça coûte énormément cher tout ça.
Voilà. Vivre en cavale, ça coûte 10, 15, 20 fois plus cher que de vivre de manière officielle, etc. Parce que, et en plus, plus vous êtes recherché, plus vous êtes, entre guillemets, chaud, plus vous avez la police aux fesses, plus ça va vous coûter cher. Parce que plus les gens qui vont vous vendre des faux papiers vont vous les vendre cher, plus les gens qui vont accepter de vous sous-louer des appartements vont vous demander d'argent, plus les gens qui vont vous transporter vont vous taxer. Et donc, le principal problème, c'est celui de l'argent. Pour trouver de l'argent pour financer leur cavale, Noël Besse et son mari Eric vont écumer pendant 1 an et demi les banques de la Costa Brava, une côte que son mari connaît bien. Et là, mon mari avait fait toutes ces petites banques-là, il connaissait tout ce chemin. Alors donc on s'arrête dans des villas, on reste 1 semaine, 2 semaines, bon, on repart, après on continue, on s'arrête à Tarragone. Parce qu'à Tarragone, on rate un gros coup. Ça se passe très mal, à 2 doigts de se faire arrêter. Donc dégoûté, on décide de redescendre par les terres. Là, on arrive sur Benidorm parce que là, c'est la dernière. On décide que c'est la dernière. Là, on la travaille énormément et c'est la bonne catastrophe. Là, parce que c'est là où tout ça tourne mal. La cavale de Noël Besse a failli se terminer à Benidorm. En entrant dans l'agence, un client donne l'alerte, Eric est piégé dans le sas et Noël doit faire exploser la cloison en verre pour le délivrer. Ils sont blessés, mais arrivent à regagner leur planque. Pour vivre à l'abri en Colombie, Laurent Fioconi met sur pied de nouveaux trafics. Il s'associe un temps avec des guérilleros du M19. Ordre est alors donné de l'exécuter. Il part se cacher dans la jungle. Un des meilleurs moments que j'ai passé, c'est le moment que j'ai passé dans la jungle. C'est des moments très forts et en plus c'est magnifique. J'avais une maison juste en face d'une cascade de 3 étages, hein, et ça, avec un grand lac, hein, parce que la cascade a tombé et il y avait un lac immense, hein, avec la plage autour et tout, et moi j'avais juste la maison juste en face. Si les réflexes de Caïd et ses complices protègent Fioconi, il a aussi trouvé un bon filon pour financer sa cavale. Transformer les feuilles de coca en cocaïne. Donc je sais qu'ici ça choque plus ou moins, ça choque énormément, mais là-bas ça choque pas, tout le monde travaille sinon tout le monde mourrait, ils n'auraient pas pour manger. Donc tout le monde fait ça. Donc le commissaire a sa chacre, ils appellent les champs là-bas, ils appellent ça des chacres. Le commissaire a sa chacre, le juge a sa chacre, le policier a sa chacre, l'infirmier a sa chacre. Tout le monde cultive ça. Donc je me suis familiarisé là-bas et comme je m'ennuyais, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Donc j'aimais me spécialiser, je m'entraînais, je regardais comment ils faisaient les Indiens et tout ça. Et au fil des aiguilles, je suis arrivé à être pas trop mauvais dans ça. Et ça m'a permis de survivre. Hein. Pendant 3 ans, Laurent va vivre dans la jungle colombienne, sans eau, sans électricité, avec toujours un pistolet à portée de main. À ses côtés, sa femme et 2 tout jeunes enfants. Un bébé en cavale, le risque maximum pour un fugitif. « 1984, Benidorm en Espagne. Noël Besse, qui vient d'écumer les banques de la Costa Brava avec son mari, est enceinte. Moi là j'étais enceinte à Benidorm, donc je viens accoucher ici à Alicante. Clinique privée, paiement en liquide, Noël Besse ne prend aucun risque. Dès le lendemain de son accouchement, à l'aube, elle file à l'anglaise. La petite vient de naître, on décide de se mettre au vert. Donc là on descend et on descend jusqu'à Murcia, ici. Mais Noël se rend compte que sa fille n'a pas de papiers officiels. Contre l'avis de son mari, elle décide d'aller à la mairie d'Alicante pour déclarer sa fille. Une formalité qu'elle prépare soigneusement, comme un braquage. On avait fait des repérages d'abord, déjà de savoir où se trouvait la mairie, comment il allait se positionner pour m'attendre devant la porte, en cas qu'on me reconnaisse, parce que là j'étais recherchée quand même. Lui reste donc dans la voiture et moi je fais la queue, parce qu'il y avait du monde avant moi, donc j'essaie de passer, mais c'était pas possible, on me poussait. Et j'avais l'enfant dans les bras. Je n'avais pas laissé la petite dans la voiture, j'avais mon enfant dans les bras.
Donc là, il a fallu quand même que je sorte mes papiers d'identité, les vrais. C'était très risqué. Et je suis ressortie avec le livret de famille, avec mon nom, mon prénom, mon lieu de naissance, le lieu de naissance de l'enfant, son nom, son prénom. Si je n'avais pas reconnu cet enfant, on pouvait m'accuser de l'avoir volé. Donc il me fallait un papier authentique. 2 mois après, le couple est arrêté. La police a repéré une voiture utilisée lors d'un braquage et les remonte facilement. Noël est incarcérée. Heureusement, elle a le livret de famille et peut garder sa fille avec elle. Elles resteront 1 an en prison à Madrid. 1986, Laurence Segura, à son tour, est enceinte. Elle n'est pas impliquée dans les braquages de son mari, alors elle rentre à Nîmes pour accoucher. André est toujours en cavale. Laurence est mise sous surveillance. Quand j'ai accouché, que je suis rentrée à la clinique pour accoucher, j'ai des policiers qui faisaient des allées-venues dans ma chambre parce qu'André m'avait fait envoyer un bouquet de roses. Voilà. Et donc ils ont dû le savoir que j'avais eu contact et ils se sont dit il va péter un câble, il va craquer, il va venir voir son enfant, c'est pas possible. Mais de toute façon, dans le doute, ils étaient obligés de faire leur boulot, quoi. Donc ça allait venir, alors je savais jamais si c'était un to-be, un infirmier ou... je m'en foutais, quoi, je faisais pas trop attention. Mais je m'en suis réellement aperçue quand mon to-be qui m'avait accouché a pété un câble et il les a virés, quoi. Il leur a dit maintenant ça suffit, vous faites votre boulot mais moi je fais le mien. Elle a eu un accouchement très difficile, maintenant vous dégagez de là. Ça chier, quoi. Chacun son boulot. Tout de suite après l'accouchement, Laurence n'a plus qu'une obsession, retrouver André qui se cache. J'avais les boules de ne pas le voir, j'avais la haine, j'avais les boules de pas... Après voilà. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça me... Donc j'avais fait dire, par intermédiaire, que c'était terminé entre nous, que je ne voulais catégoriquement plus le voir, qu'il fasse sa vie, que j'allais faire la mienne avec mon enfant, et que c'était ma fille. Là, quand il a su ça, il a rappliqué ses fesses. Et... en fait, c'est le fils d'un ami à nous, qui est venu, un gamin de 11 ans, qui est venu me récupérer. J'ai pris le bébé sous le bras, bien entendu. J'ai pas réfléchi 2 secondes et demie. J'ai enveloppé mon bébé dans la couverture. J'étais, je crois, en habit de maison, tout pourri, avec des taches de javel. Et je suis partie comme ça. Et j'ai tout laissé. Grâce à ce gamin envoyé par André, Laurence peut fausser compagnie aux policiers qui la surveillent et le rejoindre dans sa planque. On se retrouve dans un appartement à Alès. Et donc j'arrive avec le petit paquet, avec la couverture et tout. Et quand je l'ai vu, j'avais toujours les boules quand même, de ne pas l'avoir vu depuis quelque temps. Et j'avais le paquet, le bébé. Et elle était sage, elle ne bougeait pas, elle dormait, elle faisait que dormir, manger. Donc c'était un paquet, quoi. Et je lui ai mis, j'ai dit tiens, ta fille. La petite famille passe alors la frontière. Pendant 7 ans, ils vont sillonner l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse. Une vie de famille presque normale. Donc on a profité un peu de l'Espagne, on était carrément allé en bas, à Malaga, on avait loué une maison qui donnait direct sur la plage. Et on vivait tranquillement. On louait un appartement au bord de la mer, c'était tranquille. Mais bon, on a toujours le souci de se dire, on est repéré, pas repéré, selon si on a des bons papiers, pas des bons papiers, des convois inképi, que ce soit en France ou ailleurs, on se serre les fesses, on n'est pas dans on stagne, quoi, on a l'impression de stagner un peu. Je me fais chier. J'avais toujours le strict minimum, voilà. J'avais les petits jouets de ma maman. On rachetait aussi, hein, parce que bon, des fois on partait un peu en catastrophe et on laissait tout, donc on était obligé de racheter. Je me rappelle, ma fille, elle a eu 11 poussettes. Les voyous qui ne veulent faire courir de risque à personne, qui savent que de toute façon ils tomberont pour ça, ils vont éviter d'avoir des enfants pendant leur cavale, parce que c'est trop voyant, c'est le piège évident. Malgré sa prudence de Sioux, Laurent Fioconi a circulé en Colombie avec sa femme et leurs 2 bébés. Le Figadec le fait bon. Là, ça va être dur.
Quand la famille s'est réfugiée dans la jungle, Thomas, le plus jeune, avait 3 ans. Quand on est enfant, on ne sait pas tout à fait ce qu'il fait. Pour moi, c'était plutôt un héros qui ont voyagé beaucoup, alors ça m'a donné beaucoup d'envie d'être à côté de lui. Hein. Mais c'était le temps où vous devez se méfier. C'est le temps où il faut faire attention à qui, à comment, qu'est-ce qu'on dit pas. Et c'est pas une vie vraiment pour un enfant, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas s'exprimer comme on veut. C'est l'amitié qui m'a manqué. L'amitié, les contacts des amis, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment des amis de 15, 16 ans ou plus tôt, c'est-à-dire aujourd'hui mes amis sont un peu partout et je ne peux plus prendre contact, c'est-à-dire j'ai presque pas d'amis. Mais bon, les amis, on les compte à bout de doigts. Hein. Malgré les activités de son père, Thomas n'a pas pris de balles perdues, mais il est clair qu'on ne sort pas indemne d'une enfance en cavale. Allez, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Pour éviter des blessures trop profondes à sa fille, Laurent Ségura a inventé 1000 ruses pour qu'elle puisse voir son père en cavale. Des rendez-vous familiaux, à l'insu de la police bien sûr. André, qui a été arrêté plusieurs fois par la police espagnole et s'est évadé, l'a rejoint ce 29 décembre 1994 pour fêter les 7 ans de leur fille. Puis, Laurence rentre à Nîmes. La police ne la lâche pas d'une semelle. Je sortais, paf, je partais en courant, je passais une passerelle aussi par en dessous. Il y avait, une espèce de petite rivière. Et il y avait la passerelle, je passais en dessous et clac, ils ne savaient pas par où j'allais sortir. Donc j'étais obligée de les voir, je les entendais courir. Il y en avait un devant moi. Des fois, je me retrouvais nez à nez avec. Une fois, il y en a un, il a vu que je l'avais vu. Il m'a dit, vas-y, traverse, en dehors des passages cloutés. Puisque j'étais déjà en dehors des passages cloutés. Et mais quelle patience ils doivent avoir quand même, les pauvres. C'est ce groupe de policiers du SRPJ de Bordeaux qui suivait Laurent de près. Leur idée, qu'elle les mette sur la trace de la planque de son mari. Pendant 1 an, ils vont suivre ses déplacements, écouter ses conversations téléphoniques, identifier son entourage. Aujourd'hui, ces policiers sont à la retraite, mais ils se souviennent très bien de Laurent Ségura et de ses trucs pour déjouer leur filature. C'est ça. Elle est rentrée dans un hôtel, elle est ressortie et elle est par une autre sortie et il y a une voiture qui l'attendait de l'autre côté et elle est repartie. Voilà. Donc nous, on était toujours sur la voiture qui était arrivée. Ouais. Non, c'est pas évident parce que c'était sans doute parmi les personnes qu'on a surveillées la plus retorse, quoi, hein, la plus difficile à suivre. Et, à prendre en filature. Elle faisait vraiment attention à tout, mais elle n'avait pas une vie de voyeuse, elle traînait pas dans les bar-clubs, tout ça, c'était pas... Elle avait une vie rangée, de mère de famille. Voilà, c'est ça, c'était vraiment la mère de famille qui s'occupait de ses gosses, les gosses avaient intérêt à bien travailler à l'école, tout ça, quoi. Et elle faisait... Je crois qu'à Nîmes, elle devait faire du repassage, des trucs comme ça avec sa belle-sœur. Oui, elle vivait voilà. chichement, hein, voilà. Un petit appartement, voilà. le centre de Nîmes, effectivement. Hein, mais surtout ça, quand elle devait aller chercher systématiquement récupérer la gamine, et puis un jour, elle n'était plus là, voilà. Puis là, elle partait le rejoindre et revenait quoi, 15 jours, 8 jours après. Ah, ça rappelle lisez-le, ça rappelle des souvenirs. Je le lâche. Au bout d'1 an de filature infructueuse, la police et le juge d'instruction de l'époque, Alain Rénal, décident d'organiser un grand coup de filet dans l'entourage des Ségura. Alain Rénal soupçonne André d'avoir pris l'identité de quelqu'un d'autre, ce que les policiers appellent une doublette. L'ensemble de ces éléments nous ont simplement permis d'obtenir un tout petit élément, minuscule, les 2 ou 3 identités que pouvaient ou qui étaient susceptibles d'être utilisées par André Ségura. C'est tout ce que nous avons pu avoir dans ce coup de pied de la fourmilière. Mais ce petit fil d'Ariane nous a suffi, puisque en fait, on a subodoré que ces 3 identités étaient en fait ce qu'on appelle des doublettes. Donc on a vérifié au travers des fichiers nationaux de la Sécurité sociale, EDF, etc., où se trouvaient ces 3 personnes. Ces 3 personnes, tout simplement, un fonctionnaire de police est allé tranquillement à proximité des adresses concernées. Et il se trouve que pour l'une des 3, André Ségura utilisait donc l'une des 3 fausses identités à Annecy.
30 avril 1997, la fausse identité d'André Segura tombe. La police l'interpelle calmement alors qu'il rejoint sa planque à Annecy. La fin de 6 ans de cavale. Le braqueur, roi de l'évasion, tombe parce que quelqu'un dans son entourage a été trop bavard. « 1986, en Espagne, Noël Besse sort de prison, elle est en liberté provisoire. 6 mois plus tard, elle organise l'évasion de son homme, une évasion avec son lot d'inattendus. Tout se passe très bien, mais manque de chance, mon mari ne part pas seul, ça je ne le savais pas. Il part avec 2 collègues là, et dont l'ennemi public numéro 1 espagnol. En premier lieu, il décide de ne pas aller dans la cachette que j'avais prévue, avec ce qu'il fallait pour tenir minimum 1 mois, pour la petite, pour moi, pour lui. Et arrivé à Murcia, là, c'était l'apothéose. C'était un appartement dans un immeuble. Bon, déjà, on n'avait pas la clé, donc on a dû attendre dans le parking en face. Enfin, c'était la catastrophe. Ils sont arrivés, les 2 co-détenus sont arrivés, mais ivres morts, en criant. Voilà. Et moi, on hallucinait avec mon mari, on était derrière les poteaux de parking en disant mais c'est eux, c'est pas possible, quoi. Le couple réussit à fausser compagnie à ces caïds espagnols trop voyants. Pendant quelques mois encore, ils repartent en cavale sans argent, à bout de souffle. Mon mari décide de rentrer en France et c'était une erreur parce que moi, j'arrêtais pas de lui dire qu'en France, j'étais recherchée, que c'était pas possible que je remette un pied en France. Et lui, il me traitait de parano. Parano, pas tout à fait. La fuite de Noël, d'Éric et de leur petite fille va se terminer par une arrestation rocambolesque en France. C'est Guy Armand qui les interpelle en juillet 87. Il connaissait déjà Noël Besse. Il l'avait mise en garde à vue peu après l'évasion de François Besse du palais de justice de Bruxelles 7 ans auparavant. À cette époque, nous intéressions à un petit voyou local qui fournissait des armes à droite à gauche. Donc, si vous voulez, on s'intéressait. Et en prenant en filature cet homme, un jour, on a eu la surprise de le voir rencontrer un couple avec un bébé. Et là, j'ai reconnu Noël Besse. On continue nos surveillances, on les prend en filature. Et puis là, ils se rendent à Saint-Cyprien, au bord de la mer. Noël Besse reste avec son bébé sur la plage. Les 2 hommes, à ce moment-là, changent de voiture, montent dans un autre véhicule, on saura plus tard que c'était un véhicule volé, rentrent dans une banque, font hold-up et ressortent aussitôt. Nous étions en cavale en venant d'Espagne et nous n'avions plus du tout d'argent, donc mon mari décide d'aller chercher de l'argent où il savait le trouver, c'est-à-dire une banque, cette banque en l'occurrence. On a été un peu surpris, on a assisté de loin à cette scène. On les voit revenir sur la plage. Bon, et là, bien sûr, en flagrant délit, on décide de les interpeller. Alors, ouais, c'est le racoup. C'est le racoup parce que là c'est le port, effectivement, c'est là, voilà. Donc ils ont dû effectivement passer par là, les cow-boys. Ouais. C'était en plein été, la plage était bondée de monde. Il faisait très beau ce jour-là et mon mari est arrivé. Moi, je me trouvais là avec ma petite fille de 2 ans et demi. Et là, il me dit, voilà, ça y est, on a fait, on vient de braquer une banque à Saint-Cyprien, à quelques kilomètres d'ici. Et mon mari, tout fier, en me disant, ça s'est bien passé, on n'a eu aucun problème. Et moi, je le regarde stupéfaite en lui disant, mais les problèmes, ils sont derrière toi, parce qu'il y en a partout. Donc mon mari, il a pris il s'est retourné quand il a vu que tout ça, c'était plein de policiers. Il a commencé à prendre la mer. Et il y a un des policiers qui s'est déshabillé, parce qu'il était habillé, s'est déshabillé, il est parti comme un fou dans la mer, en crawl et tout. Et je voyais mon mari, c'était comique comme situation sur le moment. Parce que je voyais mon mari qui peinait. Bon. Et le policier a réussi à le rattraper et voilà, l'a ramené sur la plage, je ne sais pas, ils se sont plus ou moins battus dans l'eau, je ne sais pas, ça faisait des remoufs, etc. Et
Quand ils l'ont ramené sur la plage, là, ils se sont jetés sur lui, ils l'ont allongé sur le sable. Son collègue était déjà maîtrisé, lui, il avait déjà les bras en croix dans le sable. Et puis moi qui essayais toujours de partir avec ma fille vers l'autre bout là-bas. Mais ils m'ont rattrapé également très vite. Et puis bon, là, elle me reconnaît. Donc, elle me dit, bon, c'est fini. Je dis, oui, c'est fini, Noël. Donc, pour le bébé, on reste tranquille, on ne bouge pas. Et là, je prends ma petite dans les bras, il prend la petite, il la repose méchamment dans le sable et il me pointe un flingue sur la tempe, comme ça. Et il me dit, maintenant, avance et fais pas d'histoire. On récupère donc le véhicule, le butin, les armes et tout ça, tout ce beau monde à la PJ. Et voilà, donc ça s'est joué là en quelques minutes en fait. Noël Besse fera 2 ans de prison, Éric, son compagnon, 12. Il meurt quelques années plus tard. Fin de l'aventure. La cavale ou les évasions, la prison, etc., c'est bien quand on est tout seul, qu'on n'a pas de charge, et puis qu'on pense qu'on n'est pas aimé, qu'on ne s'aime pas soi-même. C'est très délicat comme sujet, mais dès qu'on donne de l'amour à un enfant, on ne peut plus se permettre de risquer sa vie déjà. André Segura, lui aussi, a déposé les armes. En 2002, au bout de 5 ans de prison, il bénéficie d'une libération conditionnelle. Il prend un emploi, monte son entreprise, se réinsère. Mais la Belgique réclame un reliquat de peine et il repart en cavale. Laurence crie à l'injustice. Il est finalement gracié. Aujourd'hui, il a retrouvé sa famille et une vie normale. Les Segura ont tiré un trait sur leur passé. Nous, c'était un cercle vicieux, c'était prison, évasion, cavale. Cavale, prison, évasion. C'était pas possible c'est le cercle infernal et ça rend fou complet. 1988, Laurent Fioconi tombe, lui, à Rio, après 16 ans de fuite. Les Américains sont toujours à ses trousses et son argent ne suffit plus pour s'arranger avec la police locale. Il est mis en prison avec femme et enfants. Terminus de la cavale, il avait un peu trop baissé sa garde. Après des années, vous ne faites pas attention comme au début. Avant, tout se calculait, tout se pensait, mais après, ça devient une routine, si vous voulez. Et c'est là que tout le monde pêche. Et puis, en définitive, j'en avais marre. Pour ma famille, pour tous. C'était un... Je crois que c'est le mieux qui pouvait m'arriver. Ouais. Parce que j'ai quand même fait 16 ans de cavale. Les enfants, ils commençaient à grandir, ma femme et tout ça. Ça a été aussi bien de payer la dette. De toute manière, il faut la payer un jour. Laurent Fioconi arrêté au Brésil. Noël Besse sur une plage d'Argelès. André Segura dans sa planque d'Annecy. Qui sont ces spécialistes de la traque qui ne lâchent jamais le morceau ? Pour retrouver ceux qui échappent à la justice, une brigade spécialisée a été créée au sein de la police judiciaire, la Brigade nationale de recherche des fugitifs. 40 policiers enquêteurs qui savent aussi bien utiliser leur matière grise que leur 6 hours de service. Leur job, s'occuper des personnes recherchées les plus dangereuses, les évadés de prison, les truands et trafiquants et les condamnés par défaut. C'est eux qui ont arrêté Jean-Pierre Trébert, ou qui ont traqué Cesare Battisti, l'ancien proche des Brigades Rouges. En moyenne, la BNRF retrouve et interpelle une 50aine de fugitifs par an. Leurs outils, des écoutes, des indicateurs, ils ont été déférés à Bobigny, des fichiers spécialisés, tous les moyens de la police judiciaire. Si on a un fil conducteur d'une personne que l'on pense être en relation avec un fugitif, il faut se mettre derrière elle, il faut travailler, il faut voir si quand elle sort de chez elle, elle n'utilise pas une cabine téléphonique, si quand elle sort de chez elle, elle ne va pas dans un cybercafé, je ne sais pas. Donc tout ça sont des moyens qui sont mis en œuvre, qui sont des moyens traditionnels. Ce matin, les hommes de Didier, le chef de groupe, partent planquer en banlieue. Pour des raisons de sécurité, ils seront floutés. Ils s'installent près du domicile d'un Roumain. La justice allemande demande son extradition.
En 1979, il a tenté de braquer une bijouterie. C'était il y a plus de 30 ans, mais en droit allemand, il n'y a pas de prescription. Ouais, Stéphane, c'est Didier. Tu pourrais bouger, toi, te mettre côté N3. Si des fois l'objectif est annoncé, toi tu démarres, tu essayes de te mettre au cul. On fait comme si de rien n'était et puis on enquillera une filature classique. Hein. Ok, on se découvre pas. Pour la photo, il a un petit peu d'égaré au-dessus des tempes de chaque côté de la tête. Hein. Mais il est rasé quand même. Il a pas une calvitie qui est arrivée jusque sur le front. Hein. C'est un métier où il faut quand même des gens calmes et pas impulsifs. Hein, parce que c'est jamais quoi. Hein, nous sommes pas, on fait pas du saut de dessus à tour de bras. Non, on n'est pas là pour faire du chiffre. Si réellement il y a une erreur, eh bien bon, on fait ça comme si c'était un petit contrôle tout bête, basique, sans conséquence quoi. Olivier de Greg, là je suis derrière le gars. Il n'est pas très loin en fait, il est quasiment au carrefour, il a une trentaine de mètres du carrefour. Et t'as vu, hein, il fait 1m85. Hein. Il a fonctionné, il essaie la deuxième cabine téléphonique. On est plus grand côte, il n'y a pas photo, c'est sûr. Bon, il n'a pas les cheveux gris, par contre, il est plutôt grisonnant, mais pas gris. Et par contre, une base de cuir. Il sort de la cabine, il rentre dans la rue Kenneth. L'individu semble correspondre au signalement. Ouais, Greg de la moto, je me rapproche hein, s'il y a besoin. Pour la cause de Greg, là, on fait le contrôle. Ouais, ça aussi pour le sud. Le motard arrive sur place. Avec un policier à pied, ils prennent l'initiative d'un contrôle d'identité. Les autres suivent l'opération à la radio, au cas où. Ouais, j'arrive. On s'est mis en contre-bas du quartier souterrain. Le gars, en fait, finalement, il a descendu là. Il a 2 calibres sur lui, là? Il n'y a pas de problème. Ouais, on le palpe. Contrôle positif, c'est bien la personne recherchée. L'individu était armé, mais il s'est laissé interpeller sans résistance. S'il ne peut pas justifier d'un port d'armes, les policiers vont pouvoir faire une perquisition chez lui, ce qui n'était pas prévu au départ. Bon, on va aller chez vous. Il y en a d'autres chez lui. Ouais, il y en a d'autres chez lui. Vous avez les clés sur vous ou pas? Les policiers restent sur leur garde. La porte peut être piégée, ou un complice caché dans l'appartement, ou encore des armes dissimulées, prêtes à fonctionner. Alors, c'est bon? Voilà. Putain, mais vous dormez avec un calibre comme ça, là? Hein? Vous dites? Vous dormez avec une mitraillette dans le lit? Non, je l'ai récupéré. Une mitraillette dans le lit, mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Il y a un véritable arsenal dans le petit studio. En 22. Ouais, il est prêt à tirer là, monsieur. Il est armé là? Il est prêt à tirer votre arme. Allez. D'accord, attention. Donc c'est là les c'est des armes. Je les garde toujours comme ça parce que je sais qu'il y a quelque chose dedans, alors ça va. Sûr? Non. Il n'y en a pas? Donne-moi le numéro de série, ton premier, s'il te plaît. C'est quoi ton nom? C'est quel calibre ça? Oui, beau petit silencieux. 765. Alors, celui-là pareil, elle est dangereuse. Toutes les armes sont prêtes à fonctionner. Cartouche chambrée, marteau à l'arrière, je n'ai plus qu'à appuyer sur la queue de détente et ça part. Oh putain! C'est l'équipement de l'agent secret, attends. Ah, c'est une caméra. Le suspect n'a pas accumulé que des armes, il y a aussi des valises avec des caméras cachées. On n'a même pas du matériel aussi bien, nous. Il y a aussi des gilets pare-balles et des armes de guerre. Vous n'avez pas de produits dangereux, style explosif ou quoi que ce soit ici? Ouais, j'ai 4 grenades. 4 grenades? En état de fonctionner? Ouais. Elles sont où les grenades? Il y a un détonateur dessus ou pas? Hein? Il y a le... Non. Il n'y a pas de détonateur? Non, voilà, elles sont là. Voilà, donc ça c'est des gros rouleaux adhésifs. Et ça peut servir pour soit lier des personnes ou les mettre sur la bouche, etc. Donc ça peut
Bon, c'est peut-être pas le profil de notre gamme, mais ça peut éventuellement aussi avoir servi, vu qu'il y a des talkie-walkie, un peu tout. Ça rentre un peu dans l'équipement du saucissonneur. J'ai vu dans vos yeux que vous étiez posé la question. Est-ce que je sors mon arme ou est-ce que je la sors pas? Non Non. Vous êtes posé la Non, question. non, sinon vous étiez. Sinon on était quoi? Pardon? Vous étiez, si j'avais... On était morts, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il me demande, je sors pas. Je me suis pas posé la question, parce que si je me la posais, j'hésite pas. Vous allez prendre une cartouche là-dessus, hein, ça c'est sûr. Ah bah oui. Mais je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien. Il n'y a plus rien à faire. On va essayer que ça se passe bien. On est un garçon intelligent. Nous, peut-être un peu moins, mais on va essayer de l'être. On va essayer de l'être. Et puis voilà, puis là, on fait notre boulot. Port d'armes non autorisé avec le facteur aggravant d'association de malfaiteurs, le soi-disant collectionneur d'armes ne va pas être extradé tout de suite vers l'Allemagne. Il va d'abord répondre de ses actes devant la justice française. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. De retour au service, les hommes de Didier procèdent à un inventaire. Des collègues spécialisés viennent identifier les armes. Je les ai marqués, mais parce que j'ai les numéros déjà là. Chargeur 20 coups, chargeur 30 coups, il manque les chargeurs ronds. Ah, le camembert. Et puis on a Al Capone. Voilà. C'est un Beretta 35, la première arme de James Bond. Avant qu'on lui impose le Walter PPK dans, je crois, James Bond contre Dr No. C'est celui-là qu'il a. Ces armes, ils vont essayer de les faire parler, de voir si elles ont servi à d'autres délits dans d'autres affaires. Numéro de série, modification, reconditionnement, autant d'indices qui peuvent faire démarrer une nouvelle piste. 571, 703. 703. Elle a été remontée certainement avec 2 numéros, puisqu'il y a 2 numéros apparents. Il y en a un ici qui est là, mais qui me paraît bizarre. On dirait qu'il a été frappé dessus. 222 032. On remarque sur le gilet que le numéro d'identification, il a été découpé, quoi. Surtout que c'est un gilet Découpé, là c'est le modèle type police nationale. Pour sa défense, le suspect s'est dit collectionneur d'armes. Mais à l'examen, pour les spécialistes, cet argument ne tient pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de collectionneur, parce que je ne vois pas le travail qu'il a fait ou fait faire sur le Beretta par exemple, pas un travail de collectionneur. Il a bien abîmé le flingue, donc ce qu'un collectionneur n'accepterait pas de faire. Le filetage qui a été fait ici a bouffé toute une partie de l'avant de la culasse. Pour pouvoir y installer ce silencieux-là, qui s'adapte tout à fait dessus, hein, je l'ai monté tout à l'heure, un collectionneur ne l'aurait pas fait. Ça démontre aussi que les gens, lorsqu'ils sont en cavale, ils restent actifs. Lui, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'armes chez lui, beaucoup de munitions, des gilets pare-balles, on va dire le parfait matériel du braqueur ou de l'individu qui fournit les équipes de braqueurs. Je dirais que là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau et on est plutôt satisfait d'avoir agi de la sorte et d'avoir pris les précautions et d'avoir travaillé sur cet individu. Pour nous, c'est plutôt une réussite d'une affaire, encore une fois, qui au départ est très ancienne. C'est pour ma femme que je m'en fous. C'est tout. Il n'y a rien à foutre. Vous savez, j'ai fait du placard en Roumanie quand c'était vraiment de la duraille. Je me suis jamais plié. Pourtant, c'était des enculés finis, des machins, des mecs qui se croyaient au-dessus de tout. J'ai dit, je t'emmerde quand tu veux, où tu veux. Tue-moi, connard. On va voir. On va voir tout ça tranquillement. Par contre, j'aimerais bien savoir quand est-ce que on peut m'enlever ça. Attends, on va Parce que ça fait quand même un bout. Bah ouais, mais c'est long la perquisition. Bah, on mettra sur une chaise. Mais t'inquiète pas, on va t'accrocher. Je me demande s'ils n'ont pas jeté la clé. C'est des vis là. La fin d'une cavale, c'est un moment particulier où un flic et un truand arrivent à se parler. C'est une grande satisfaction pour le premier, un soulagement parfois pour le deuxième. Pendant quelques instants, flic et voyou parlent le même langage. Peut-être même, dans quelques années, se reverront-ils. Comme Jean-Marie Flory et Laurent Fioconi. Jean-Marie Flory fut l'un des premiers policiers de la brigade des stupes, mise sur pied dans les années 70 pour démanteler la French Connection, la filière clandestine de Laurent Fioconi. Il l'a rencontré pour la première fois en 1988, dans sa prison brésilienne peu après son arrestation. Ce matin, il vient lui rendre une petite visite en voisin. La vie facile est en fait une vie très dure. Il y a des soucis,
plein d'inquiétudes sans arrêt, de ne pas se faire prendre. Toutes ces longues années d'errance où il faut se cacher, où il faut changer d'identité, je crois que, je ne sais pas, on pourra en discuter avec lui, mais je ne sais pas s'il regrette ou pas, ou si demain il lui était donné de recommencer sa vie, s'il décidait de recommencer le même chemin, de reprendre le même chemin, je ne sais pas. Comment ça va? Jean-Marie Fleury a quitté la police en 1996. Laurent Fioconi est rentré dans son village en 2000 après avoir purgé 12 ans dans une prison de haute sécurité américaine. Quoi de nouveau? Alors c'est là que vous habitez? À la maison familiale. On attend les partages. Ah, enfin alors là... Voilà. Mais je crois que ça se fait maintenant. Ça va se faire. Ouais. Bonjour. Ah, mon fils, hein? Bonjour. Vous avez la Bible, là, on l'a fermée. Ah, j'ai vu que c'était la Bible. J'ai dit, ça y est, il va rentrer en religion. Non, mais j'ai ma femme qui est très croyante, très croyante. C'est grâce au bon Dieu qu'on est encore là, pour le dire. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça c'est certain même, parce que mon père, je crois qu'il devait partir depuis un bon moment. On essaye de convertir le diable de la maison. En 1988, le limier des Stupes a fait le voyage au Brésil pour auditionner l'homme qu'il suivait à la trace depuis 16 ans. Pour la première fois, il pouvait l'interroger. Petit souvenir entre retraités. On était venu le voir pour des détails, pour conforter l'enquête judiciaire, mais moi, dans un coin secret de ma mémoire, de ma tête, j'avais envie, en parlant avec lui, d'avoir des précisions sur l'équipe qui recevait la marchandise. On n'était pas tout à fait sûr de savoir qui était qui et combien. Et donc j'ai essayé de lui tirer les verres du nez un petit peu, mais il est malin. Il n'avait rien dit. Il n'a ni confirmé ni infirmé, mais il n'a rien dit. Voilà. Il a senti un petit peu le piège, quoi, parce qu'on a parlé de tout. Il fait bien son métier, et moi j'essaye de faire un peu, pas le mon métier, mais de contrecarrer quand même, on peut pas... J'avais un truc d'aventurier, j'aimais le danger, j'aimais jouer, si vous voulez, ouais, monter des trucs, et clac, on était content que ça s'était bien passé, et tout ça. Peut-être que j'aurais pu servir dans autre chose, hein, aussi, hein. Mais non, ça a été ma vie, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai perdu beaucoup de choses aussi, hein. Par exemple la famille, les trucs comme ça, hein. Donc, si j'avais à refaire ma vie, peut-être que je ferais pareil, ou peut-être que je ferais différemment. Sans rancune, l'ancien trafiquant dédicace à l'ancien policier le livre qu'il a écrit sur sa vie. Un des meilleurs flics de France avec tout mon respect et admiration, amicalement. C'est vraiment un seigneur. Merci. Et c'est sincère. Un seigneur, mais qui a fini par tomber. Ciao. Comme Noël Besse et son homme, comme André Ségura, les cavales finissent mal en général.